bonjour à tous, j'ai envie de dire bonsoir vu le temps. Donc je suis Stéphane Schulz, je suis consultant en stratégie et innovation. Je suis rennais, donc je suis un peu le voisin et le local de l'étape. C'est la 4e fois que je suis sur scène à Web Today. Et ça me fait particulièrement plaisir parce que ça montre aussi que finalement le sujet des mobilités et du numérique, c'est un sujet qui est récurrent. Et ça tombe bien puisque moi, en gros, si je dois résumer mon métier, j'explique les questions de mobilité aux gens du numérique. Donc, je travaille beaucoup avec des startups, avec des incubateurs. Et de l'autre côté, j'explique le monde des mobilités, le monde du numérique, pardon, aux gens des transports. Donc aujourd'hui, en fait, un sujet un peu particulier, alors très chaud en termes d'actualité, les micromobilités. Donc, si on devait définir les micromobilités, vous avez évidemment ces trottinettes qui font l'actualité, mais plus globalement, on va dire, ce sont des engins de déplacement personnel, donc dans lesquels il y a le vélo, qui sont assistance électrique ou pas, et qui sont partagés sous forme de services, de start-up. On parle de free floating ou de services avec station, comme vous pouvez en avoir à Nantes, je crois que ça s'appelait le Biclou, hein, c'est ça à Nantes, ou des engins que vous possédez. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici qui possèdent par exemple une trottinette électrique? Il y en a 2. Est-ce qu'il y a des gens qui possèdent un vélo à assistance électrique? Okay. Bon, en même temps, on est des early adopters. Donc, ce qui est amusant, si vous voulez, sur ce sujet, c'est que l'année dernière, alors j'avais préparé en disant qu'on était ici au Chapitalk, mais l'année dernière, j'étais sur cette même scène pour parler de véhicules autonomes. Et ce qui est assez amusant, c'est que l'année dernière, on était plutôt avec une énorme pression médiatique pour dire que le véhicule autonome, c'était pour demain matin. Et ma conférence, elle consistait plutôt à dire prenons un peu de recul et regardons objectivement, finalement, les aspects technologiques, mais aussi les aspects business, les aspects comment on amène au marché et l'acceptabilité. Je pense que ce n'était pas complètement inutile comme conférence. D'ailleurs, en conclusion, je disais que souvent, en fait, quand on parle d'innovation, de rupture, on a finalement une espèce de train d'innovation, sans jeu de mots, et elles n'atteignent pas tout l'objectif. Et que finalement, ce qui était intéressant avec le véhicule autonome, c'est que par exemple l'électromobilité, donc la mobilité à assistance électrique, était sans aucun doute une innovation qui allait atteindre le marché avant le véhicule autonome. Et j'avais pris comme exemple ce vélo à assistance électrique ici, et j'ai écouté récemment, je ne m'écoute pas souvent, j'ai même parlé de trottinette à la fin. Et donc c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est finalement l'intérêt, c'est pas de comparer les deux, c'est de dire que si on devait résumer, la voiture autonome, c'est d'abord une voiture que les gens du logiciel essayent de conquérir, tandis que les micromobilités, ça va être finalement, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est la première fois où les gens du logiciel, les gens du numérique, maîtrisent totalement, finalement, l'ensemble de l'offre de mobilité, c'est-à-dire à la fois le software, évidemment, les capteurs, mais aussi le véhicule. Allons-y. Donc, je vais commencer par vous parler de la manière dont les gens du numérique, les entreprises numériques, les tech companies, abordent un marché. Ils imaginent en fait de dégrouper l'automobile. Alors ça ne vous a pas caché que l'automobile, je ne vous cache pas que l'automobile est évidemment le mode dominant dans le monde entier. On a 2 milliards de véhicules qui sont en circulation. Si on prend tous les véhicules, ils sont majoritairement thermiques et ils ont une infrastructure évidemment qui a complètement structuré les villes. Et quand vous savez qu'il y a plus de 50% de la population qui va être urbaine, ça pose évidemment des sujets très essentiels en matière de climat, pollution, vie sociale, etc. Donc dégrouper l'automobile, c'est quoi? On va reprendre l'exemple, on va repartir un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé dans l'informatique personnelle. C'est pas si vieux que ça a une 40aine d'années, vous étiez sans doute pas né. Et en gros, ça c'est un des premiers ordinateurs professionnels, l'IBM. Alors si vous avez vu la série Mad Men, il y a plusieurs épisodes où ils essayent de l'installer en fait dans l'agence de publicité. Donc c'était des appareils extrêmement lourds, extrêmement coûteux, évidemment peu performants, et il nécessitait d'avoir beaucoup de gens qui s'en occupaient. Donc il y a des entrepreneurs qui ont essayé de dégrouper finalement l'informatique professionnelle en se disant qu'est-ce qu'on peut prendre à la fois d'un point de vue technologique, mais en termes d'usage aussi, quels sont les usages dont on peut essayer de s'occuper et de servir mieux. Donc ça a donné en quelques étapes l'ordinateur personnel comme on le connaît aujourd'hui. Donc ici vous avez le Macintosh. Et donc le Macintosh, quelque part, c'est du dégroupage des gros ordinateurs qu'il y avait précédemment. Et puis, si on va vite en fait, sur ce sujet, ensuite, il y a d'autres entrepreneurs qui ont essayé de dégrouper le Macintosh. C'est-à-dire le Macintosh, c'était une intégration à la fois logicielle d'operating system et de l'appareil. Et puis, vous avez le couple qu'on a appelé Wintel, c'est-à-dire Windows pour les logiciels et les operating systems, et puis Intel pour les processeurs.
qui ont dégroupé l'appareil en proposant à n'importe qui de pouvoir créer sur des standards des logiciels et des appareils. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appareil lui-même, et vous allez voir le parallèle que je ferai ensuite avec la mobilité, est devenu relativement secondaire. Et ce qui était important, en fait, c'était les logiciels, les services, les usages qu'on pouvait créer avec cet appareil. Et puis l'histoire se répète, donc 35 ans à peu près après le premier ordinateur personnel d'Apple, Steve Jobs, vous connaissez l'histoire, est revenu avec un autre engin en disant finalement, moi je vais dégrouper l'ordinateur personnel, c'est-à-dire je vais mettre pour des usages particuliers, finalement, un appareil qui est beaucoup plus simple à utiliser, même si la technologie était complexe. Et donc, je vais faire le pari que pour aller regarder la météo, pour aller consulter un email, je n'ai pas forcément besoin ni d'un PC avec un modem, ni même d'un clavier. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il faut bien comprendre, finalement, la quête de ces gens du numérique, en fait, de ces entreprises du numérique. Elle n'est pas toujours de faire un meilleur ordinateur, mais elle est parfois de faire ce qui a été considéré au début comme un moins bon ordinateur, et c'était considéré comme un mauvais ordinateur et un mauvais appareil photo, mais ça répondait particulièrement bien à certains usages, et ces gens-là étaient capables de voir ces usages. Donc si maintenant on se plonge dans les mobilités ou dans l'automobile, est-ce qu'on a vraiment dégroupé l'automobile? En réalité, si vous regardez, la plupart des services que vous pouvez lire ici, alors les plus connus sont évidemment le covoiturage, l'autopartage, mais même ce qui se passe à l'intérieur d'une voiture. On peut maintenant avoir Spotify dans sa voiture, on a évidemment les systèmes de guidage. Ils se basent toujours sur l'objet automobile. C'est-à-dire finalement, on a créé des services sur l'automobile, et encore c'est un petit peu difficile, on n'a pas vraiment dégroupé l'automobile, on est toujours avec une automobile qui ressemble peu ou prou à celle de nos parents, voire celle de nos grands-parents. Même Blablacar, qui est vraiment la licorne, ici vous voyez, elle est présente jusqu'en Inde, elle est présente au Brésil, elle est présente en Russie, il y a 20 millions, 30 millions d'utilisateurs et il y a 20 millions de voyages. 20 millions de voyages, c'est quelques heures de la mobilité totale en France. Donc on ne peut pas dire vraiment qu'on a dégroupé le système de l'automobile, comme par exemple le smartphone a dégroupé l'usage du PC avec Blablacar. C'est un succès, mais on ne peut pas vraiment considérer qu'on a changé l'objet automobile. Même chose pour Waze. Donc Waze, il y a plus de 2 millions d'utilisateurs rien qu'en Île-de-France. Mais comme vous le voyez ici, Waze, ça continue à passer par l'objet smartphone. C'est-à-dire finalement, le smartphone s'est introduit dans la voiture, mais on ne s'est pas encore introduit concrètement dans la voiture. Alors pour ceux qui travaillent dans le domaine, je ne sais pas s'il y en a, vous savez très bien quel est le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une voiture, ça n'est pas un smartphone, ça n'est même pas un PC. Il n'y a pas de plateforme applicative. Vous ne pouvez pas créer des services dans une voiture. C'est extrêmement complexe même de recueillir vos propres données en tant qu'utilisateur. Et évidemment, si vous travaillez dans le domaine, vous savez que c'est une vraie chasse gardée. En gros, un véhicule aujourd'hui, une voiture, c'est à peu près l'équivalent d'un ordinateur dans les années 80, c'est-à-dire on ne peut pas rentrer dedans, on ne peut pas le connecter, il est connecté quasiment à rien. Donc dégrouper l'automobile aujourd'hui, en réalité, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire ça reste à faire. Et donc les gens du numérique, ils ont passé à peu près 10 ans à essayer de travailler sur ce sujet-là. Et on sait tous que c'est un marché gigantesque, c'est un marché mondial. Mais ils ne sont pas parvenus aujourd'hui à dégrouper l'automobile. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut construire sa propre voiture? Est-ce qu'il faut une meilleure voiture? C'est-à-dire, est-ce que finalement, pour résoudre les problèmes, il faut une meilleure voiture? Donc vous avez l'exemple dont j'ai parlé l'année dernière, de la Koala, donc la Google Car, c'est vraiment un symbole. Donc ils ont construit leur propre voiture, mais en réalité, ce n'était pas du tout dans l'idée de l'industrialiser, c'était dans l'idée, ils avaient besoin d'avoir, alors c'était secret en plus, ils avaient besoin d'avoir un terrain de jeu, vous connaissez bien ça, donc ils ont construit leur propre terrain de jeu, c'était un véhicule qui avait ni pédale, ni volant, et donc ils pouvaient dessus tester, il était bourré de capteurs, et ils pouvaient tester tout ce dont ils avaient besoin pour développer les technologies autonomes. Mais en réalité, on s'est aperçu qu'ils ont renoncé, d'ailleurs, même sur le sujet du véhicule autonome, ils ont renoncé à construire et à commercialiser des voitures, et on constate ce mouvement de plus en plus, c'est-à-dire on est plutôt sur des gens qui vont se concentrer sur leur métier, c'est-à-dire le logiciel, éventuellement des capteurs, et toute l'ingénierie qu'il y a derrière, mais pas construire l'objet automobile. Donc on va aller interroger un peu les penseurs. Donc, peut-être vous connaissez Clayton Christensen, c'est un chercheur à Harvard qui a écrit Le dilemme de l'innovateur. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est un livre de 1997, c'est l'Antiquité. Et qu'est-ce qu'il nous apprend, Clayton Christensen? Il a étudié justement ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le passage des gros ordinateurs à des ordinateurs qui tiennent dans un bracelet. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté qu'on avait une espèce de modèle qui revenait, qu'il a appelé le dilemme, qui est que c'était systématiquement, vraiment quasi systématiquement,
les entreprises qui arrivaient avec une nouvelle technologie, qui arrivaient à conquérir le marché, et celles qui possédaient le marché, qui étaient leaders, elles ne savaient pas mettre en œuvre cette technologie, même quand c'était elles-mêmes qui l'avaient développée. Donc il a un petit peu théorisé, en gros, et le dilemme, il vient d'où? Il vient qu'en bleu, vous avez les attentes du marché, telles qu'elles sont vues par l'entreprise sortante. Prenons le constructeur automobile. Donc eux, ils voient un marché, c'est-à-dire tout leur objectif, ça va être de satisfaire, si vous allez dans une concession automobile, pour eux, les demandes du client, c'est les demandes du client le plus exigeant. C'est-à-dire, ils vont dire, mais le client, il veut absolument des vitres arrière électriques et il veut que la voiture le reconnaisse sans qu'il ait besoin de mettre la clé. Donc, on va vous commercialiser ça et on va toujours chercher ce qu'il a appelé le nord-est, c'est-à-dire l'innovation, elle va toujours se faire par quelque chose de mieux en plus, en haut à droite, dans les exigences du client. Et finalement, ça fonctionne en remontant les exigences. On laisse de la place en bas. Hein, si vous voyez, on laisse de la place pour des gens qui vont simplement se contenter de répondre aux exigences les plus basiques. Par exemple, la Dacia. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont une Dacia ici. D'ailleurs, la Dacia, ça fait juste le job. Il n'y a justement pas de vitre électrique. Si vous prenez l'exemple des ordinateurs, par exemple, pendant une période, vous alliez à la FNAC, on essayait de vous vendre une carte graphique pour faire du jeu vidéo, un autre truc, un logiciel pour faire de la conception graphique, et ça ne faisait pas juste le job, peut-être pour ma mère qui avait besoin de consulter des emails et de faire un petit peu de vidéo de chat. Donc pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est quoi les besoins les plus basiques en termes de mobilité? C'est-à-dire l'objet automobile, il nous a fait perdre de vue ça. Et la voiture autonome, finalement, c'est justement l'idée de se dire on va perfectionner, on va faire une voiture géniale qui évite tout, qui est fantastique, mais c'est une voiture. Là, vous avez encore des histogrammes, vous avez la distribution du marché des transports. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez le marché du transport, il est extrêmement anamorphosé. L'essentiel du marché des transports, c'est des transports de courte distance. C'est des trajets de courte distance. C'est-à-dire, en gros, vous avez plus de 50% du marché, le business des transports, traduisez-le en litres, en kilowatts, peu importe. L'essentiel du business des transports, c'est des trajets qui font moins de 10 km. Donc ça, c'est les trajets en voiture aux États-Unis, mais c'est assez comparable en France. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez les besoins les plus basiques, c'est pas de faire Paris-Marseille à 150, ce qu'on vous vend aujourd'hui. Hein, je veux dire, c'est quand vous achetez une voiture, elle est conçue, même la Dacia, pour faire Paris-Marseille à peu près à 150, à 4 personnes. Les besoins les plus basiques, c'est un déplacement à 1, éventuellement à 2, qui est de très courte distance et qui est très répété, et évidemment qui correspond aux besoins aujourd'hui de la ville, c'est-à-dire j'ai du mal à me garer, je veux me mettre le plus près possible de mon mode de transport. Donc qu'est-ce qui répond le mieux finalement? C'est quoi le mode le plus efficient? Ce que Christensen avait appelé la technologie de rupture, quelle est la voiture qui est moins bien que la voiture pour transporter une personne de 60 kg sur des déplacements de moins de 10 km? Commencer à avoir un indice. Donc c'est vraiment comme ça qu'ils prennent ça. Et là, vous avez la rencontre entre ça et une technologie de rupture. Qu'est-ce que c'est la technologie de rupture? C'est la miniaturisation des batteries, la baisse du coût des batteries. Grosso modo, ça a été divisé par 15 ou par 20 le coût des batteries en 10 ans. Et c'est la miniaturisation aussi de toute la technologie des moteurs. Aujourd'hui, enfin vous verrez, ça va commencer bientôt dans le Tour de France. Il y a des gens qui trichent, ils ont des vélos électriques sur le Tour de France. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus voir à l'œil nu distinguer un véhicule électrique, à assistance électrique d'un véhicule qui ne l'est pas. Donc ça paraît complètement anodin, mais en réalité, c'est une sacrée performance. Et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va s'approprier ces technologies qui, en plus, sont plus ou moins sur étagère, c'est-à-dire que vous pouvez trouver facilement, vous pouvez commander, vous pouvez faire fabriquer en très grand nombre. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens du numérique? Ils ne sont pas embêtés. Ils ne sont pas allés se dire, je vais inventer... ils ne sont pas tombés dans le travers. Il y a un grand travers dans le transport, c'est qu'on pense toujours que le mode de transport qui va résoudre tous les problèmes, il est à venir. C'est-à-dire qu'il faut inventer un nouveau truc qui n'a jamais existé. Eux, ils ont pris une vieille invention qui date d'il y a plus de 100 ans. Vous voyez, en 1916, à gauche, vous aviez des trottinettes motorisées déjà. Et puis, alors, ce n'est pas eux qui l'ont fait, c'est les Chinois. Hein. C'est une entreprise qui s'appelle Ninebot et une autre qui s'appelle Xiaomi. Tiens, Xiaomi, il y a peut-être des gens qui ont des téléphones Xiaomi. Vous voyez déjà donc le rapport. Et ce sont des gens donc, qui se sont servis de ça pour commercialiser ce qu'ils appellent des engins de déplacement personnel, donc des trottinettes comme d'autres. Donc vous avez un entrepreneur qui a pris 10 trottinettes. Alors il savait bien programmer, il a créé une application mobile, il a vu que la trottinette, elle était connectée, tiens, ça c'est intéressant, et qu'il pouvait appairer la trottinette avec un smartphone. Et il en a mis une dizaine sur une plage à côté de Los Angeles, à Santa Monica. Et puis il a regardé, voilà, il a fait ce que vous faites vous, sans doute en tant qu'entrepreneur. Il a pris un produit minimal viable, le truc le plus simple qui pouvait transporter une personne. Il l'a programmé, il a lancé son appli et ça a cartonné. Et ça, c'était il n'y a même pas 2 ans, en juillet 2017. Et là, il s'est dit, merde,
merde, je tiens un truc. C'est-à-dire, j'ai quelque chose en main, là, les gens adorent se balader avec ce truc-là, c'est facile à programmer, et il y a quelqu'un en Chine qui en fabrique. Alors, en l'occurrence, en 2018, ils en ont vendu 1,8 million. Les ventes de véhicules électriques en France, c'est moins de 200 000. Donc, vous voyez le chiffre. Et puis, ils se sont dit, de toute façon, on s'en fiche complètement du modèle. C'est-à-dire, est-ce que c'est un vélo électrique comme celui-là? Donc ça, c'est à Rennes. Hein. À Rennes, il y en a 6000 qui circulent. Est-ce que c'est une moped comme ça, un truc à 2 roues? Donc, ce qui est intéressant, c'est que autant l'innovation dans les voitures, un cycle de voiture, en gros, un modèle de voiture, ça coûte plus de 2 milliards d'euros de développer un nouveau modèle de voiture. Une nouvelle gamme comme les BMW i, c'est 5 milliards. Il faut des créneaux de 5 ans. Et grosso modo, vous ne pouvez pas ne pas passer par un constructeur automobile pour vous lancer dans le moteur thermique. BMW, le M, c'est moteur. Dans l'électromobilité, c'est totalement différent. C'est ce que j'expliquais l'année dernière, c'est-à-dire vous avez au contraire sur étagère des technologies de pointe qui sont disponibles à peu près exactement comme le smartphone et le PC. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans le smartphone, j'écoutais la conversation tout à l'heure, vous allez avoir non seulement les couches, les briques technologiques, hardware, vous allez avoir des capteurs, mais vous allez même avoir de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale, etc. C'est la même chose aujourd'hui dans la micromobilité, c'est-à-dire vous allez trouver énormément de briques technologiques qui vous permettent de lancer. Donc ne vous arrêtez pas sur l'objet trottinette et regardez par exemple ça. Ça, c'est Ninebot qui le lance également. Donc, vous avez maintenant des petits patins à roulettes avec une seule roue de chaque côté. Donc, il y a des systèmes de stabilisation et qui fonctionnent avec un joystick. Peut-être vous avez vu des gens qui faisaient aussi de l'overboard ou du skateboard. Donc, il ne faut surtout pas s'arrêter à un modèle, à un form factor. Vous allez avoir un foisonnement d'engins qui vont sortir. Et il est fort probable que les gens en auront plusieurs selon leurs envies, selon la météo qu'il fait et selon leur âge. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on est dans le monde du numérique, c'est-à-dire vous avez l'engin, mais vous avez le système qui va avec l'engin. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'engin il est intelligent au sens où il embarque de l'intelligence, c'est-à-dire il embarque du computing, il a des capteurs, il est géolocalisé, il peut être relié, et ça c'est l'histoire du smartphone, c'est-à-dire au lieu avant on devait mettre toute l'intelligence dans l'appareil, maintenant on peut le relier et l'intelligence elle est à l'extérieur. Ça veut dire qu'on est capable de géolocaliser l'engin, on est capable d'analyser les données, on est capable de prédire où il va être, donc on est capable d'aller beaucoup plus loin finalement dans la gestion en système, en réseau de ces engins. D'où la naissance de ces services, hein. Ça se passe comme ça. C'est-à-dire il y a à la fois un énorme marché des micromobilités possédé, il y a aussi un gros marché qui rencontre quelques difficultés, mais qui se développe dans le partage de ça. Et puis maintenant, quand vous achetez un engin, il est un peu comme votre bracelet connecté, il est connecté quelque part à vos amis, à du cloud, à du conseil, à du service. C'est-à-dire, de toute façon, ce ne sera pas un objet bête, comme ont pu l'être, par exemple, les premiers vélos à partager. On va parler d'Ofo et de Mobike, évidemment, des vélos chinois, qui eux, étaient des vélos complètement bêtes. C'est-à-dire c'était des vélos. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut considérer ici la verticale qui est la puissance. Donc ici, c'est anamorphosé aussi. C'est-à-dire en réalité, une Zoé, c'est 200 fois plus puissant qu'un vélo à assistance électrique. Donc vous voyez déjà les questions de l'impact carbone que vous me poserez après. On a besoin de 200 fois moins de puissance de batterie pour déplacer la même personne, en fait, si on prend un vélo assistance électrique. Mais surtout, on a la possibilité, grâce à cette mise en réseau, grâce à ce système, d'avoir une intensification de l'usage. C'est-à-dire le même objet, une trottinette en libre-service ou un vélo en libre-service, par exemple un vélo électrique à New York, les vélos électriques en libre-service, ils sont utilisés en moyenne 15 fois par jour. Le plus utilisé, ils lui ont fait une espèce d'hôtel pour le célébrer, il a été utilisé 55 fois en une journée. Donc vous voyez l'intensification de l'usage grâce à ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que derrière, il y a des entreprises qui se sont lancées dans ce business-là, donc Bird et Lime, elles sont arrivées en France maintenant, et ce sont les entreprises qui ont connu la croissance la plus rapide. On n'a jamais vu une croissance pareille. Ça veut dire que même Uber, même Lyft, qui étaient déjà des ovnis, n'ont pas atteint cette vitesse-là. 30 millions de voyages, en fait, pour Lime, en moins de 2 ans. Ça fait rêver. Donc, ce qui dit un produit, un marché, une technologie,
dit derrière des investisseurs qui disent « moi j'y vais, je me lance ». Donc en haut, vous avez les mauvais exemples, c'est-à-dire vous avez Ofo et Mobike qui travaillaient, pour ceux qui connaissent, avec des vélos assez simples, qui étaient simplement appairés en fait avec un QR code. Donc eux, ils ont bénéficié de capitalisation énorme avec un grand nombre de tours de financement, et puis ils se sont effondrés parce que pour tout un tas de bonnes et de mauvaises raisons. Et derrière, donc, vous avez des entreprises comme Lime, comme Bird ou comme Gogoro, qui est moins connu ici. Gogoro, c'est un fabricant de scooters qui propose aussi un service à la fois de partage et aussi un service de partage de batterie. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire vous avez des bornes où vous pouvez aller prendre votre batterie et la changer pour en mettre une autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément d'argent. Donc avec tout ce que vous connaissez bien, qui est bien maîtrisé, c'est-à-dire à la fois ça permet de faire énormément de choses, et puis ça a aussi énormément de défauts, dans le sens où vous allez avoir une compétition, une espèce de darwinisme, et on sait bien que tous ces gens-là, l'année prochaine, ne seront plus là. Mais ce qui est intéressant, et là on retrouve la courbe de tout à l'heure de Clayton Christensen, c'est-à-dire cet argent, il va permettre d'améliorer la technologie. C'est-à-dire là on a démarré avec des engins hyper basiques, les produits minimaux viables, là, c'est-à-dire des engins qui n'étaient pas conçus pour être partagés, hein. C'était votre trottinette à vous, hein. Il la prenait et puis il y avait 20 personnes qui l'utilisaient toute la journée. À la fin, elle était rincée. On a vu, il y a des durées de vie extrêmement courtes. Et là, maintenant, il travaille énormément. Et finalement, cette durée de vie courte, ça devient un avantage. Parce que du coup, on itère et on a, et vous connaissez ça, on a comme quand vous revoyez le code de vos logiciels, hein, je veux dire, plus il y a de bugs, meilleurs ils sont. Bah, eux, ils ont amélioré. On est déjà à la 4e génération en 2 ans. Et cette génération, elle va embarquer des technologies qui étaient utilisées auparavant dans le véhicule autonome. Aujourd'hui, vous avez des trottinettes qui ont un petit capteur à l'avant et qui est capable de savoir, on en parlait tout à l'heure, hein, est-ce que je roule sur un trottoir avec la computer vision et tout ça, l'analyse, ou est-ce que je roule sur la chaussée? Et j'adapte ma vitesse en fonction de ça. La géolocalisation, des systèmes aussi qui permettent d'aller plus loin que la géolocalisation, parce que pour ceux qui connaissent aujourd'hui le GPS, il y a des problèmes de canyoning en ville et c'est pas très précis. Donc là aussi, beaucoup de gens qui travaillaient chez Lyft et chez Uber sur le véhicule autonome, ils sont partis et ils sont allés ou fonder des startups ou ils sont allés travailler directement sur la micromobilité. Et donc, vous avez la capacité maintenant, vous en avez peut-être entendu parler dans la conférence de presse à Paris hier, de freiner automatiquement le véhicule en fonction de la zone qui pénètre. Ça serait chouette si on faisait ça pour les voitures, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi on ne le fait pas sur les voitures? Parce que la voiture, elle n'embarque pas ces technologies. Malgré ses 1,5 tonne, elle n'a pas ça. Elle n'a pas été conçue pour ça. Pour eux, c'est aucun problème. C'est presque une mise à jour. Ils font une mise à jour de l'engin et ils sont capables donc de freiner le véhicule en fonction de la zone dans laquelle il va se trouver. Donc vous voyez, l'innovation, elle est là. Donc en conclusion, sur ce sujet-là, évidemment, je ne vous ai pas parlé de tous les problèmes que génère notamment le free floating. Ce que je voulais juste que vous ayez à l'esprit, c'est que c'est des nouveaux engins, mais c'est des vieux problèmes. C'est-à-dire le souci qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le souci de la gestion de l'espace public. C'est le web qui rentre dans un espace fini, dans un espace contraint, dans un espace politique. Donc évidemment, ça fait des étincelles. Et quand vous regardez la photo de gauche, bah, on peut se dire aux États-Unis... comment se répartit la répartition de l'espace? C'est quoi la répartition politique de l'espace entre un véhicule qui fait 2,5 tonnes? C'est le F-150, c'est le véhicule le plus vendu aux États-Unis. Et puis ces malheureuses trottinettes à côté qui pèsent 15 kilos. Et puis à droite, vous avez une photo à Paris. Et le commentaire sur Twitter, c'était « Regardez, la trottinette, elle empêche la dame de passer sur le trottoir ». Parce qu'on est comme ça. Parce que vous connaissez ça, vous qui lancez des innovations, vous savez très bien qu'on va être 10 fois plus exigeant avec ce qui est nouveau qu'avec ce qui est ancien. Donc ce n'est pas pour les excuser, ils en sont conscients. C'est juste que de toute façon, ces problèmes-là, ils vont être à traiter, il va falloir les gérer. Et donc le raisonnement, moi j'étais aux États-Unis justement en janvier pour voir un sommet des micromobilités, ça existe, vous savez, ils vont vite. Et eux, leur raisonnement, c'est quoi? C'est de dire l'infrastructure, elle suivra. C'est-à-dire de toute manière, ça s'est toujours passé comme ça. Nous, on va se lancer. On va créer l'envie des gens et après, derrière, ils vont adapter. C'est un sacré pari, hein. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'ils vont le gagner. L'automobile, moi j'ai pas mal écrit sur les débuts de l'automobile. Au début de l'automobile, elle cohabitait avec énormément de modes de transport. Il y avait des calèches, il y avait des vélos, il y avait des piétons. C'était épouvantable, hein. Ça se passait très très mal. On a fini par construire des infrastructures et Dieu sait si les infrastructures, elles ont taillé la ville aujourd'hui, même dans des villes anciennes comme Nantes. Et évidemment, la voiture telle qu'on la connaît et qu'on nous la vend, elle n'existerait pas. C'est un système également s'il n'y avait pas ces infrastructures, à commencer par la route, mais le stationnement et tout ce qui va avec. Plus près de nous, je veux dire, la 3G, la 4G,
Est-ce que vous imaginez, là ici c'est le réseau, donc sur le site de l'ARCEP, c'est le réseau 3G, 4G, il ment, hein, c'est faux, hein. J'habite à Rennes, c'est pas vrai. Mais bon, c'est la manière dont on capte avec les différents opérateurs. Est-ce que si vous aviez demandé aux opérateurs ou même à l'ARCEP, est-ce que je peux streamer du Netflix entre 2 heures de cours, ils m'auraient dit mais ça va pas la tête, tu te rends compte, je veux dire, tu te rends compte de ce que tu me demandes en termes de bande passante, etc. Donc le raisonnement que font les gens du numérique, c'est ils vont suivre, l'infrastructure va suivre, parce qu'il y aura une demande. Évidemment, maintenant, on est en train déjà de nous parler de 5G, de fibre, donc ça c'est la fibre qui va être déployée pour la 5G, c'est exactement le même sujet. Donc leur raisonnement, il est extrêmement culotté. Moi, je viens plutôt du monde de la ville, donc j'ai tendance à dire « Ah, vous êtes fous, ça prend des années, un trottoir et tout ». Mais leur raisonnement, il est bien là, c'est de dire que l'infrastructure va suivre. Hein, donc finalement, le sujet aujourd'hui, c'est évidemment le sujet de ce qui est nouveau. On a vu notre biais qui considère la trottinette plus coupable que la camionnette. Mais c'est la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas adapter les infrastructures au sens large, c'est-à-dire les infrastructures physiques, mais aussi politiques, notre manière d'intégrer ça, à la mobilité du XXIe siècle, parce que de toute manière, on sait tous que le statu quo, ce n'est pas une option. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, même si demain matin, tous les opérateurs de free floating disparaissent, vous aurez encore vos trottinettes et vous aurez envie de vous en servir. Donc, de toute façon, le sujet reste le même. Et quoi qu'il arrive, on a la technologie, on a les gens qui savent la déployer, et on a quelque chose qui, de fait, est beaucoup moins impactant en termes de carbone. Donc, on a quelque part une solution, et en plus qu'un mode de proximité, qu'un mode que les gens aiment. C'est-à-dire les gens, quand vous leur demandez, ils aiment se déplacer avec ça. Donc on résout finalement ces 4 grands problèmes qui sont des problèmes épouvantables en fait dans la ville moderne. Voilà, j'ai pas cherché à vous convaincre, j'ai juste essayé j'espère, prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on dit sur les micromobilités et j'espère vous revoir l'année prochaine. Merci.